Euh, bonjour. Est-ce que le micro marche? Oui. Bah, c'est super. Ah, voilà, oui, il marche. Bonjour. Désolé pour ce retard ce matin. On va entamer la matinée de cette deuxième journée de la convention. On va voir dans cette deuxième journée, après hier avoir vu un peu comment ces réformes et du DEA et de l'UPH se déploient sur le terrain, comment vous pouvez, vous, les mettre en œuvre aussi dans le quotidien de vos activités. Et puis on verra cet après-midi comment elles peuvent aussi aider à repenser les métiers, les missions, les perspectives pour demain dans l'évolution un peu des compétences et des missions que vous pouvez faire. On en parlera cet après-midi de manière un peu plus prospective. Ce matin, on va avoir deux temps. Un temps traditionnel de revue un peu de l'activité avec l'Observatoire KPMG qu'on prendra, puis un temps d'échange avec Emmanuel Gaudy de l'ACNAM sur un certain nombre de dossiers, l'avenandisme, mais aussi la fraude, mais aussi des données de l'Observatoire des transports sanitaires de l'ACNAM. On va tout de suite commencer avec un premier temps d'introduction pour lequel j'appelle à me rejoindre sur scène Thierry et Dominique, s'ils veulent bien me rejoindre. On va faire un premier temps d'introduction de cette matinée avant d'entamer ces deux séquences-là. Bonjour à vous deux, on peut les applaudir chaleureusement. Et c'est un temps d'introduction que vous souhaitiez pour faire aussi un point sur les débats et les discussions qu'on a eues hier après-midi à la suite de la réforme de l'UPH et en amont de l'échange que l'on aura tout à l'heure avec Emmanuel Guédy. Bonjour à tous. Effectivement, hier, on a eu une excellente journée de travail où on a pu un petit peu tout mettre sur la table. Et le côté positif de hier, malgré peut-être, je peux comprendre ça, un agacement ou une tension, des propos qui ont peu dépassé la pensée des uns et des autres, mais il est important qu'on conserve comme je le disais hier, on peut être en désaccord, mais on doit respecter les gens qui viennent chez nous, et surtout c'est l'image de marque de l'ensemble de notre profession qui se joue. Néanmoins, il se dit des points. Et j'ai souhaité le dire entre nous ce matin en introduction, parce qu'il y a des propos que je ne pourrais pas tenir devant la Caisse d'assurance maladie par rapport à tout ce qu'on fait. Et je voudrais faire un peu un comeback. Nous sommes en 2000, on ouvre la négociation sur l'UPH, on part d'un chemin où on se souvient tous, on était à 346 € de l'heure, on était à 40 €. La nuit, 28 € la partie. Aujourd'hui, on est bien au-delà puisque nous sommes passés à plus de 64 € de l'heure. Mais bien sûr, quand on est dans cette approche-là, on n'a pas géré l'inflation, on n'a pas géré le Covid. Et bien évidemment que dans cette approche-là, il y a une clause de revoyure qui est mise en place et sur laquelle nous allons bien sûr la mettre en place dans les négociations qui vont s'ouvrir dans les jours à venir. Néanmoins, je voudrais, parce que je suis fait comme ça et je sais que des fois ça peut être ennuyeux pour vous, mais j'ai besoin aussi de dire ce qu'a été notre conviction, ce qu'a été notre vision et comment ont été nos calculs pour pouvoir le réaliser. Et je sais aussi que lorsqu'on a une réforme à faire comme celle que nous faisons, on a des craintes. Et ces craintes, on a des peurs, puis des fois, il y a des petites voix une petite musique qui tourne et qui nous inquiète encore davantage dans l'approche. Et je souhaiterais simplement que vous puissiez échanger, on peut échanger là, on a pris ce temps pour vous, mais aussi de vous dire ce qui s'est fait et quelles ont été nos bases de réflexion. Nous avons travaillé avec le cabinet KPMG qui nous a agréé, bien évidemment, tous les chiffres que je vais vous exprimer. Et dans notre calcul du taux horaire, nous avons bien évidemment le point le plus important qui est la masse salariale. Et la masse salariale, je vous la fais assez courte, elle nous revient à pratiquement 57 € de l'heure en masse salariale brute. Mais bien sûr qu'on doit rajouter le carburant
et les véhicules, sachant que la partie carburant viendra se greffer avec nos 150 euros. Donc on arrive à un global de 62 euros de l'heure. Donc on est en 2000, on n'a pas géré l'inflation, on n'a pas géré l'indexation, parce que ça va se produire, mais on est à ce niveau-là. Et ce que j'ai entendu dans la salle hier, c'est qu'effectivement, la journée, on a de l'activité, mais la nuit, bien souvent, on a 1-2 missions à faire. Donc si on est dans cet esprit-là, et que nous sommes, parce que au niveau où nous sommes avec Dominique, on ne peut pas regarder le micro de chaque entreprise. On est obligé de regarder de façon macro ce qui se passe et de s'appuyer sur l'ensemble des textes qui nous gèrent. Et vous l'avez bien entendu hier, puisque que ce soit Gilles Monnier ou Pierre-Yves, derrière, on a eu les remontées des salariés sur la mise en place de la réforme. Ce qui nous craignait le plus, c'était les fameuses pauses, et on voit que les choses fonctionnent. Et si je vous parle des pauses, c'est que si je fais que 2 ou 3 interventions, je peux mettre mes salariés en pause au moins pendant 2 heures. Donc ça veut dire que si je suis dans ce calcul-là, je vais prendre mon taux horaire de 62 euros, que je vais multiplier non pas par 12, parce que je vais en avoir en charge que de 10, ce qui va me faire 620 euros. Par contre, mes 64 euros, eux, je vais les facturer pendant 12 heures. Et j'arriverai comme ça à 768 euros. Et on voit bien qu'on a une marge sur coût direct qui est autour de 20%, puisque ça nous dégage pratiquement 140 euros par marge. Alors c'est vrai que je le dis de façon macro, puisque je le regarde comme ça, et c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de recul pour savoir comment ça se passe. C'est pour cela qu'on ouvre les négociations, pour cela qu'on ouvre cet observatoire, pour arriver à le pousser. Le deuxième élément que j'ai entendu, c'est sur le fameux forfait des 150 euros. Et je voudrais aussi m'expliquer là-dessus. Lorsqu'on regarde les chiffres de 2021, le prix moyen en ambulance est 200 euros. 120 euros exactement. Et on se dit, bon, ok, 100 euros, c'est le prix de choix. La nuit, je vais le majorer de 75%, donc ça me fera 175 euros pour un transport de nuit. Ce qui ressort aussi de l'observatoire qui nous a été donné et qu'on vous a transmis, c'est que 68% de nos missions, dans l'urgence, se font la journée, 32% la nuit. Et effectivement, j'ai un solde négatif pour la nuit, puisque je perds 25 euros par mission, et dont acte. Par contre, j'en gagne 49 la journée. Et comme ce prorata est bien plus important la journée que la nuit, on a un gain de 24 euros supplémentaires par rapport à une tarification dite normale. C'est pour ça que j'avais besoin de vous l'exprimer et d'échanger avec vous, si vous le souhaitez, pour bien qu'on soit en ligne. Après, ça n'empêche pas qu'on doit discuter avec l'assurance maladie de l'indexation des points. Il y a des points qu'on devra aller voir. Effectivement, la mutualisation est un point important. Il faudra qu'on aille dans l'indexation pour aller le chercher, parce que c'est effectivement le point faible de l'organisation. Et à nous, avec Dominique, de s'impliquer fortement dans la négociation pour essayer de trouver la meilleure solution là-dessus. Mais nous avions... Peut-être, Dominique, tu peux rajouter quelque chose ? Oui, alors je ne vais pas rentrer dans les chiffres comme Thierry vient de le faire. Je pense que c'est pas utile d'aller plus loin dans cette réflexion-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille sur des dossiers aussi complexes que cela, on n'est pas tout seul. C'est toujours des équipes et on fait appel à des référents extérieurs. En tout cas, on essaie de prendre les meilleures références possibles, de façon à essayer d'avoir un éclairage qui soit le meilleur possible pour prendre les décisions qui nous paraissent les plus adaptées à un moment donné. Et Thierry l'a précisé, c'est clair que quand on a négocié l'UPH, c'était il y a 4 ans presque. On a commencé les négociations plus de 4 ans. Donc, et quand on a dû prendre les décisions, c'était en 2000. Donc, c'était loin de maintenant. Et c'était surtout, et on était surtout tous, et je pense que vous aussi, loin d'imaginer ce qui allait se passer dans ce laps de temps, parce que c'est quand même historique sur plus d'un sujet. Donc, il y avait déjà un gros travail. On était, je vous le cache pas, très satisfait d'avoir déjà bien avancé par rapport à ça. Alors, on va jamais assez loin après, hein. Même nous, on voudrait des fois avoir plus, mais malheureusement, on décide pas tout et pas tout seul, et on n'a pas de recette magique pour faire avancer dans ce sens-là. Donc maintenant, les choses évoluent, les choses avancent, et naturellement, il faut aussi se reposer, il faut reprendre les dossiers, il faut retourner au travail, il faut faire tout ça, et ça, on peut le comprendre, tout comme on peut comprendre les difficultés qui sont
à la fois sur le terrain et à la fois dans les entreprises. Et vous nous, en grande partie aussi, souvent, vous nous les faites remonter. Il faut le faire. N'hésitez pas à nous donner des informations, parce que nous, on s'en sert aussi derrière de ces informations-là. Donc, c'est important. Et cet échange, notamment à travers cette convention, c'est aussi important parce que ça nous permet d'avoir aussi des éléments et des informations à faire remonter, en plus éventuellement de celles qu'on fait déjà remonter. Et je peux vous dire que sur la situation, on a déjà travaillé, on a déjà commencé à travailler pour donner des éléments là-dessus. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Après, la contradiction, la discussion, moi aussi, je suis plutôt pour, parce que c'est ce qui fait avancer les idées. Donc à partir du moment où elle est construite et courtoise, je dirais, donc on peut que faire avancer là-dessus. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et par le passé récent, on sait qu'on a déjà eu des contradictions en interne, entre nous ou avec d'autres, même d'autres fédérations. Ça n'a fait plutôt qu'à faire avancer les choses, parce qu'à un moment ou à un autre, on se sert les uns des autres de nos idées pour essayer de faire bouger les lignes. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc soyons dans la critique constructive. Et ensuite aussi, un autre sujet, c'est que on se bat, et je peux vous dire que c'est pas toujours évident de demander aux permanents de vos fédérations pour essayer d'avoir des invités du plus haut niveau possible, de façon à ce que vous puissiez avoir des informations qui soient du plus haut niveau possible aussi. Donc quand on réussit à avoir ces invités, même si ce qu'ils nous disent ne nous plaît pas, ou on n'est pas d'accord, ou ça nous fait mal, parce que c'est des fois ça, il vaut mieux qu'on le sache plutôt qu'on le découvre. Et s'ils viennent plus, on le saura plus et on le découvrira dans la presse, à la télé ou voilà. Donc il faut absolument qu'on fasse attention à leur laisser la parole, à les respecter pour qu'ils puissent venir nous voir, qu'ils soient contents de venir nous voir et qu'ils nous donnent des informations qui pour nous sont précieuses. Voilà. Et si nous avons souhaité le faire dans ce temps-là, c'est que comme nous rentrons en négociation avec l'assurance maladie, j'avais besoin de parler à vous en direct. Nous avions besoin de parler à vous en direct sur ce qui se passe. On n'aura peut-être pas le même discours à l'intérieur, puisqu'après chacun a ses armes pour avancer. Mais voilà ce qu'on a besoin. Et par contre, on est prêt à vous écouter. Oui, on va allumer la salle et un micro et mon micro vont passer aussi pour vous lever la main comme hier et on échange sur ces bases-là. Est-ce qu'on peut allumer la salle pour voir mieux? Voilà. Et donc n'hésitez pas si voilà, on vient à vous. Je vais venir à vous moi directement. Et puis il y a l'autre micro qui sera sur l'autre travée. Bonjour. Donc j'entends la difficulté de négocier au niveau national et d'avoir une analyse macro, alors que sur la mise en place, on a une analyse qui est plutôt micro. Et quand on est sur des territoires excessivement, on va dire, ruraux, avec à peine quelques centaines de milliers d'habitants, le volume d'activité est extrêmement faible. Quand on regarde la conception et la doctrine de l'article 66, base sur laquelle vous avez négocié l'avenant 10, il était question effectivement que les territoires ruraux ne soient pas portés par les ambulanciers. Aujourd'hui, quand on a des microstructures qui ont une ou deux ambulances, répondre à la nuit, ça leur pose un peu moins de problèmes parce qu'ils sont habitués depuis des années, mais se redéployer le jour, ça devient très compliqué. Et effectivement, quand ils ont cette difficulté d'abandonner du kilométrage, d'abandonner les 25 € dont on parlait, c'est très dur à leur faire accepter. Et quand on leur dit qu'en plus on a augmenté les territoires pour essayer d'augmenter le volume et qu'on va faire des kilométrages à vide, ça devient extrêmement complexe de les faire rentrer dans cette dynamique de répondre à la garde. Donc là, on a des freins énormes qui, pour motiver les entreprises, ça devient extrêmement complexe. Alors avec le choc d'attractivité, on a un arrêté qui a été publié pour que les pompiers puissent prendre les zones blanches. Et sur beaucoup de départements aujourd'hui, alors pas tous, parce qu'on n'est pas tous égaux devant ça, c'est les hommes qui décident, eh bien, on a les pompiers qui ne veulent surtout pas couvrir les zones blanches. Et on se retrouve en difficulté parce qu'effectivement, on est en conflit avec les préfectures qui refusent les projets proposés sur ces territoires où il y a extrêmement peu d'activité. Alors certes, on connaissait ça avec l'ancien modèle, mais il reste que là, pour faire accepter cette nouvelle réforme, ça devient extrêmement complexe. Et je pense que dans la négociation de l'avenant 10,
il va falloir effectivement avoir une vision qui soit toujours macro, parce qu'on ne pourra pas changer ça, mais interpeller sur le fait qu'il faut qu'on considère que dans les territoires ruraux où on a peu d'activités, il faudra certainement beaucoup mieux rémunérer la présence et les distances à vide, parce que ça augmente le poste des charges variables, et c'est sur celle-là où on va perdre, en fin de compte, dans ces territoires-là. Ton analyse est totalement fondée. La problématique, à un moment, c'est que... il y en a plusieurs, mais la première, c'est qu'on n'a pas de bouton on-off. On n'a pas un décret qui sort et on était avant réforme, on appuie sur l'interrupteur et on passe outre post-réforme. Ça ne fonctionne pas aussi simplement que ça. C'est un tout petit peu plus compliqué et la mise en place, elle est des fois un petit peu longue. Dans les souhaits qu'on avait émis initialement dans nos négociations, on était sur une structure qui était un petit peu différente, notamment en termes tarifaires, que celle qui a été validée à travers l'avenant numéro 10. Dans la négociation, on n'a pas pu imposer cette vue. C'est comme ça. C'est fait une négociation, son nom l'indique. Hein, on est plusieurs parties, on essaie de se mettre d'accord. Donc, on n'a pas réussi à imposer ce système. Par contre, on a préparé le terrain. Et alors, je sais que là aussi, et à juste titre, vous nous avez fait remarquer que les tableaux de remontée d'informations pour le calcul du RMG sont lourds. C'est vrai. On a essayé de les lighter un petit peu, mais c'est vrai, ils sont lourds. En partie, pourquoi ils sont lourds? Parce que derrière, il faut qu'on fasse une analyse de l'activité. Parce qu'à travers cette analyse de l'activité, on va pouvoir déceler d'un côté et mettre en évidence les problématiques que tu évoques pour pouvoir justement remonter à la table et rediscuter. Parce qu'à un moment, vous savez, c'est pas évident quand on doit prendre une décision. On est face à un ministre ou à un responsable au niveau de l'administration et on doit s'engager pour tous les ambulanciers, comme quoi on va être capable de répondre en H24 sur tout le territoire. C'est pas simple, parce que est-ce qu'on va être capable de le faire ou pas? On est tous en droit de se poser la question et nous on se la pose et on se l'est posé. À un moment, l'État aussi se la pose. Donc c'est pour ça que notamment il y a eu cette démarche de couverture sur les zones blanches. Alors, il y a les questions budgétaires, mais il y a aussi cet aspect-là. Les pompiers ne l'ont pas forcément tous bien accepté, c'est clair. Maintenant, voilà, c'est grâce notamment à ces tableaux de remontée d'informations du RMG qu'on va pouvoir, et là plutôt en version micro, contrairement à ce que tu dis, on va pouvoir justement, c'est prévu, parce que là aussi, hein, dans la démarche, vous avez vu qu'elle a à deux niveaux. Il y a un contexte de fonctionnement au niveau national, il y a une grande autonomie au niveau des territoires. Alors l'autonomie, ça a ses avantages et ses inconvénients. Hein. L'autonomie, c'est qu'on peut adapter les choses à son territoire. Par contre, il faut que le territoire se batte avec ses instances locales pour faire passer ses idées. Il y a le pour et le contre, mais c'est toujours comme ça, dans chaque décision qu'on prend. Donc là, grâce à cet outil, au niveau macro, alors ça va prendre 6 mois, 12 mois, hein, oui, c'est clair, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais vous aurez les éléments pour pouvoir justement défendre ce genre de problématique. Il y a un élément que personne n'avait maîtrisé, au-delà du problème économique, c'est le problème d'attractivité. Je pense que si nous avions les effectifs nécessaires, la question ne se poserait pas. Puisque aujourd'hui, on le voit clairement, il y a des possibilités d'avoir des véhicules. Dire qu'autant on n'est pas tout à fait favorable parce qu'il y a d'autres enjeux, mais on voit bien qu'il faut trouver des moyens. Si tu as des salariés, ben on ne discute pas, ça fonctionne. Et ce qui me fait mal, parce que derrière, ce n'était pas du tout la volonté, et ce n'est pas surtout la ligne que nous avons prise. Parce que j'ai aussi entendu dire, oui, mais il y a la réforme pour les grandes villes, et la réalité a été mise au pilori. La garantie de rémunération a été faite pour les zones rurales. Dans les zones urbaines, on rend même ces heures... On peut pas le dire comme ça. Mais on ne peut pas le dire, mais c'est ce qu'on a fait. On ne peut pas le dire, mais il y a des trucs qu'on se dit là parce qu'on est entre nous, et on peut se dire les choses, on dira... surtout pas. Mais ça a été fait pour cette raison-là. Et lorsqu'on est à ce montant-là, puisqu'il y aura l'indexation, on voit bien que les choses évoluent. Mais c'est vrai que si on veut voir le verre à moitié vide, on a 50 façons, et je peux vous trouver tous les arguments pour vous dire qu'il est vide. Par contre, le verre est plein. Autre question, autre réaction à ce qui a été dit et présenté.
Oui, voilà, merci. Je voulais juste revenir sur l'analyse chiffrée que tu as présentée, Thierry, pour laquelle je suis désolé, mais je suis quand même un petit peu partagé. Premièrement, sur ton décompte du 20% de taux de marge en décomptant les 2 heures de pause, oui, théoriquement, c'est vrai. Mais cela veut dire entamer encore un petit peu plus sur le temps payé de nos ambulanciers, qui sont déjà rattrapés très rapidement par le SMIC, alors qu'il y a une qualification et un engagement nettement plus conséquent. Et cela, c'est sans compter tous les autres postes qui, en ce moment, augmentent, mais vous le savez autant que nous tous, mais extrêmement vite. Et les négociations, je sais que c'est du domaine conventionnel, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. En revanche, il y a une vraie urgence pour toutes nos entreprises où on se fait rattraper et où la situation économique met en péril certaines situations. Donc c'est là où je crains un petit peu chaque fois ce délai de latence entre les négociations conventionnelles qui sont longues et l'urgence vitale des entreprises entre la masse salariale, comme tu le disais, mais tout ce qu'il y a à côté. Tu sais, et je le partage, on peut l'applaudir parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Sauf que l'histoire nous a démontré que nous avons eu l'agilité de pouvoir y répondre différemment. Je vais y venir tout de suite. Quand je te parle des 20%, ce n'est pas les 20% que je retire à mes salariés, c'était les 20% de marge coût direct entre ce que je vais encaisser, mes 64 € et mes 62 €. Mais précédemment, des salariés, on avait bien des équivalences et personne ne disait rien. Par contre, on a trouvé un moyen beaucoup plus juste qui est de dire s'il y a de l'activité, je règle l'activité, et il y a le temps de pause qui ont été comme ça. Ça pourra évoluer. Et normalement, lorsqu'on le fait, c'est qu'on sait qu'on a des endroits avec une activité variable. Et effectivement, la nuit, on est bien, et on voit bien même la journée où des fois il y a ces fameuses pauses. C'est une autre question. Mais aujourd'hui, la discussion, elle est avec les règles que nous avons et nous les appliquons. Là où je te rejoins pleinement, c'est qu'il faut qu'on soit agile avec Dominique comme nous l'avons été sur les années 2021 et 2022. Je vous rappelle quand même que nous avons touché plus de 276 millions d'aides cash sans aller chercher une période de revalorisation assurance maladie avec les délais que nous connaissons. Et on ne va pas vous cacher que notre travail avec Dominique va être d'enlever ces mesures d'urgence pour arriver à trouver des modes. Parce que tous autour de la table et tous à la tribune, on vit tous nos entreprises, nous avons tous des engagements professionnels. Tu en as aussi dans ton département, et je t'en remercie. Par contre, on est tous entrepreneurs, il faut que nos entreprises vivent. Et aujourd'hui, avec l'inflation et tout ce qui en déroule, on voit bien que nous sommes en forte tension. Mais l'objectif que nous recherchions de cela, c'était de dire, mais attendez, sur l'urgence, c'est pas tout à fait le son qu'on entend. On a essayé de démontrer que ce que nous avions fait en 2000 fonctionne. Et en plus, à l'intérieur de cela, il y a des clauses d'indexation, notamment sur cette partie. Ce qui ne nous empêchera pas de pousser ailleurs, mais ça sera fort partie d'une négociation future. Mais ça, on l'a pris en considération. Mais néanmoins, les chiffres sont là, et c'est vrai ce que tu exprimes. Oui, je rajoute juste un mot. Donc, effectivement, c'est un des problèmes, réaction cause à effet. On a un problème, on est coincé dans les accords conventionnels. Dès qu'on signe un accord, on a 6 à 8 mois de délai d'application. Solution pour répondre aux besoins des entreprises qui, lui, est urgent, trouver des systèmes d'aide, on sait qu'évoquait Thierry. Et le problème qui se pose, c'est que du coup, on fonctionne avec des systèmes d'aide. Donc on est assisté en permanence. Et donc c'est le chat qui se mord la queue, parce que chaque fois qu'on trouve, on a une aide, il faut derrière qu'on renégocie du tarif pour compenser l'aide, et le temps de faire ça, on retourne dans une aide. Le maître mot est... On a déjà un petit peu essayé de taquiner pour l'instant l'assurance maladie sur le sujet, c'est indexation. Ça simplifierait bien les choses. Mais pour faire bouger une grande maison comme celle-ci, sur des sujets aussi sensibles que ça, je peux vous dire que ça ne se fait pas comme ça. Il y a un truc quand même que je le dis parce que ça a son importance. Ce qu'on a réussi à faire avec le revenu minimum garanti,
ses qualités, ses défauts, ses montants, tout ça, je suis prêt à discuter, ça ne me pose pas de problème. Le fait qu'on ait réussi à faire ça avec l'assurance maladie, c'est un exploit en soi. Et c'est un truc qu'ils n'ont jamais fait, qu'ils n'avaient jamais traité ou raisonné dans cette façon-là. Peut-être, et c'est notre but en tout cas, enfin une de nos volontés, on va essayer de pousser, qu'on arrivera à les emmener vers un système avec une indexation qui nous permettra de ne pas être obligé d'aller faire la manche à l'assurance maladie tous les ans pour compenser les écarts qui se passent avec l'évolution de nos coûts et notamment de la masse salariale. Mais bon, je pense que c'est un travail qui va prendre un tout petit peu de temps. Autre question, autre remarque dans la salle sur les éléments qu'on a présentés. Il y a là, oui. Je ne vous vois pas, désolé. Je viens à vous. Est-ce que vous pouvez relever le bras pour que je vous vois? Voilà. Ouais. Oui, Frédéric Coquet des Ardennes. Je voulais simplement intervenir sur le fait que sur l'aspect économique, je pense qu'on est tous des chefs d'entreprise et qu'on sait très bien comment ça fonctionne une entreprise. La différence, c'est qu'actuellement, j'ai l'impression de gérer une association loi 1901, puisqu'on a des aides et on vit qu'avec des aides. Donc j'aimerais bien, à un moment donné, pouvoir faire des projets et puis projeter un petit peu dans l'avenir, ce qui est un peu compliqué. Mais je ne vais pas revenir là-dessus, parce que moi, j'ai l'occasion, dans le cadre de mes fonctions au syndicat, de travailler, de débattre toute l'année. Et je peux vous dire que des fois, les réunions sont un peu houleuses, ce qui fait que le débat, il existe. Il ne faut pas croire que c'est ces deux personnes-là qui décident de tout. Et par rapport à tout le débat qu'on a eu, même sur la réforme hospitalière, on parlait de l'attractivité sur les urgences et les problèmes d'attractivité. Moi, ce qui me fait un peu peur par rapport aux zones rurales qui ne seront pas couvertes, au discours des sapeurs-pompiers qui se présentent comme des victimes et qui demandent des moyens supplémentaires, etc., etc. Moi, ce que j'ai surtout peur, c'est la communication qui va être faite de cette situation via les médias, via nos propres salariés qui, des fois... si la branche sur laquelle ils sont assises, actuellement, la communication n'est pas bonne. Notre profession est mise au pilori tous les jours. Un accident de la route, un fait divers, ça nous expose à la figure, etc. Et je pense qu'il faut aussi que les administrations, nos payeurs, etc., soient conscientes que notre profession est à mal, elle a une très mauvaise image. Et si on veut reconstruire l'avenir, il va falloir aussi travailler notre communication parce qu'on n'est pas très bon. Parce qu'on a aussi la population derrière nous, on a les patients, on a les hospitaliers. Et ça, c'est important de valoriser tout le travail qui est fait tous les jours par nos collaborateurs. Et il faut faire très attention à la communication qui va être faite suite à la mise en place de la réforme. Ça, voilà, je voulais surtout dire ça parce que le côté économique est lié aussi à notre communication et à l'image qu'on dégage. Comme c'est un commentaire éclairant, on peut enchaîner peut-être s'il y a une autre question auquel les deux, ou l'un des deux peut répondre. S'il y a. Oui, je viens à vous. C'est un peu... Bonjour. Moi, j'avais 3 points à relever par rapport à cette nouvelle réforme. Pourquoi y a-t-il eu la disparition de la majoration de nuit et de week-end sur la tarification? Le deuxième point, le simulateur a créé en gros, il faut couvrir 24 heures de garde sur chaque secteur. Sauf que le simulateur a oublié que quand on est déclenché dans la dernière demi-heure, on risque de dépasser des fois de 2 ou 3 heures notre mission et on n'a aucun revenu face à ça. Et la troisième question, pourquoi n'y a-t-il pas de TVA sur les ambulances? Alors, je me reprends derrière. La TVA, c'est très simple. C'est une circulaire européenne qui a aligné tout le monde. On s'est tous battus. On n'y est pas arrivé. On a obtenu ça sur le VSL parce qu'il n'est pas spécialement aménagé équipé pour l'ambulance. Ça, c'est un Européen. Je suis désolé, mais soit on fait comme la Russie, on se met en guerre et on sort de l'Europe, ou comme les Anglais. Mais si on y est, ça fonctionne comme ça. Je peux vous dire qu'on a vraiment tout essayé sur le sujet. Le second élément, pourquoi on a abandonné la majoration de nuit? Ça fait partie d'une négociation, parce qu'il y a un pactole, il faut arriver à le trouver. Et comme je vous l'ai exprimé, on a été chercher où est-ce qu'il y a le plus
d'optimisation avec cette enveloppe-là. Et lorsque on s'aperçoit que le transport à la journée, il y a 49 € de gains supplémentaires et que la nuit, on en perd 25, puisque c'est la réalité, on perd 25 €, mais sur 38% de l'activité. Et comme on vous l'a dit, on regarde l'intégralité de l'enveloppe, parce qu'on est à ces sujets-là, et on s'est dit, bon, là, on gagne, on y va, on accepte. Et on va sur la simplification de la démarche. Et sur le simulateur, il y avait... Alors, attendez. Ouais. Sur le simulateur, attention, hein, ça a été rappelé hier, ça a été dit hier, le simulateur, c'est un outil. La décision, la vérité, ce qui fait foi, c'est le cahier des charges départemental, éventuellement sectoriel. Oui, mais ce que disait monsieur, c'est si je sors dans la demi-heure qui précède la fin et du coup, une partie de ma course va être facturée hors du schéma de garde. On va pouvoir répondre aussi. Globalement, mathématiquement, la démonstration tient la route. La problématique, elle est simple. Pour l'assurance maladie, le revenu minimum garanti, ça doit quasiment jamais s'appliquer. Oui, non mais sans ça, on n'aurait pas de revenu minimum garanti. Ils vont très certainement se rendre compte dans les semaines et les mois à venir que leurs calculs sont peut-être pas tout à fait justes. Pas nous qui allons leur dire. Et dans ce cas de figure, la réponse faite par l'assurance maladie à ta question propre par rapport au dépassement des horaires, parce que c'est un sujet qu'on a déjà abordé en interne aussi, c'est vous êtes en dépassement d'horaire, mais vous facturez, donc vous travaillez. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Des fois, tu es en attente, tu vas facturer peu de kilomètres pour beaucoup de temps passé. Je suis d'accord sur le principe. Mais là, la réponse type de l'assurance maladie. À ce jour, on n'est pas en capacité de pouvoir les contrarier sur le sujet. Si on les contrarie là-dessus, ça va ouvrir des brèches qui vont être beaucoup plus embêtantes pour nous. Ça viendra. Oui, oui. Mais ça, le gros problème, et je pense que effectivement ça venait de là, c'est un problème, et là aussi, hein, et là on a un projet qui est en cours, alors je ne sais plus où ça en est à ce niveau-là, mais il y a un projet de convention qui doit être mis en place pour justement prioriser l'accès aux ambulanciers dans les SAS, comme ça a été fait avec les SDIS. Le sujet est en cours, parce que c'est clair que quand on attend 2 heures dans un SAS des urgences, c'est difficile de pouvoir travailler correctement. Et en plus de ça, on fait des carences en plus. Donc ça fait le double effet qui se coule. Donc il faut absolument qu'on avance là-dessus. Il y a un dossier en cours qui devrait déboucher assez rapidement. Non, attendez. Alors, oui, autre point. Est-ce qu'il y a un dernier point ou une dernière question? Oui. Ah bah. Vous avez les honneurs de mademoiselle. Bonjour. Oui, vous pouvez. Sur bon nombre de départements, je suis ici. Voilà. Sur bon nombre de départements, les ARS ont poussé à réduire le nombre de secteurs, donc des secteurs ruraux de plus en plus grands. Et ce qui a fait déserter bon nombre de confrères qui se sont retrouvés excentrés dans ces grands secteurs, avec des kilomètres à vide de plus en plus importants et qui ne sont absolument pas pris en charge. Donc finalement, ce que je crains, c'est que ces confrères sur ces grands secteurs ruraux, et on vient d'avoir des témoignages, vont abandonner l'UPH. Alors, deux réponses, si tu le préfères. Le premier, Dominique l'a exprimé, il y a aussi un travail qu'on doit faire, que vous devez faire, parce que là c'est de votre ressort sur vos départements, de dire sur le national, on a fixé ces règles sur les temps d'activité et le redécoupage. Et c'est à vous de l'imposer. Le deuxième élément, et c'est pour ça que tout n'est pas parfait, on en est tous conscients, hein, ça doit se construire au fur et à mesure. Mais lorsque on a du kilométrage à vide, on a une coûte,
Ce coût-là, malheureusement, heureusement pour nous, ne rentre pas dans la garantie de rémunération. Donc, c'est pas normal ce que je dis, hein, mais ces 15 km que vous avez facturés viendront en dessous, mais votre garantie va aussi compenser parce qu'on l'avait rentré un peu à l'intérieur de ça. Mais il y a un vrai travail de redécoupage, parce que je trouve complètement aberrant que ce que m'a dit notre collègue de la Lozère, où il fait 100 km à vide pour aller faire une intervention, que ce secteur existe. Ce secteur ne doit pas exister. Il est non conforme à tout. Il y a une autre problématique, mais qui peut être aussi une solution. Je dis bien, je commence par problématique, mais ça peut aussi être une solution. C'est les locaux de garde. Parce que ça permet de recentrer. Souvent, ce qui se passe aussi, c'est que vous pouvez avoir dans un secteur des entreprises qui sont excentrées par rapport au milieu du secteur. Donc, non, mais c'est pas supprimé, c'est pas une obligation. Non, mais je connais des départements, même très bien, où c'est pas supprimé. Donc, c'est pour ça que je dis, ça peut être une solution. Ça peut avoir d'autres problématiques, mais si vous gardez vos sites dans votre cahier des charges, vous pouvez remettre des moyens qui sont centrés par rapport à votre secteur géographique et qui va limiter la consommation de kilomètres. C'est une piste. Merci pour tout. On va être obligé d'avancer parce que les séquences suivent. On reviendra évidemment sur ces sujets-là tout à l'heure. On vous remercie tous les deux. On vous applaudit bien fort et on vous retrouve tout à l'heure. Merci à vous.